Voilà donc le classement de Ligue 1 après 12 journées de championnat, donc un petit peu plus du tiers de la saison. Il y a encore quelques matchs, les 6 premières places se jouaient en 2-3 points. On voit que certaines dynamiques commencent à se créer, que certaines équipes se détachent un petit peu, un peloton de tête semble apparaître. Dans cette vidéo, nous allons revenir équipe par équipe. Pour ceux qui avaient vu ma précédente vidéo assez similaire la saison dernière, on avait fait simplement la première partie de tableau. Là, personne ne sera laissé de côté. Équipe par équipe, les 8 statistiques avancées principales dont je me sers pour pouvoir un petit peu jauger les équipes. Ce sont celles que nous avons utilisées, il me semble, dans la vidéo sur le Paris FC, pour ceux qui l'ont vu. Avec ces 8 statistiques-là, il y a de quoi dresser pas mal de choses, mettre des mots, des chiffres sur ce qu'on a pu voir et se faire une idée des forces et des faiblesses de chaque équipe. L'idée va être de voir si l'équipe produit assez, si elle a des occasions, si elle en concède peu, de faire un petit peu le parallèle entre la production et, on va dire, la performance individuelle. On peut très bien se procurer un haut volume d'occasions, mais nos joueurs les manquent. On peut très bien en subir peu, mais notre gardien ne pas être efficace. Dans le football, c'est un peu cruel. On peut avoir le plus beau jeu possible. Si nous ne sommes pas réalistes dans les deux surfaces, ça ne paiera pas. Nous ne remporterons pas les matchs. Donc voilà, ça va nous permettre de prendre un petit peu de recul, se dire ok, là il y a du positif, mais individuellement ça ne suit pas. Pouvoir discuter peut-être des potentiels ajustements à faire. Pourquoi pas au mercato d'hiver, comme je vous le dis, avoir un peu plus de recul, commencer à dresser les premières lignes de ces 12 premières journées de championnat. Je vous le dis avant de rentrer dans le vif du sujet, mais si vous voulez encourager mon travail, si vous pensez que ça le mérite, n'hésitez pas à partager, commenter, à vous abonner. Ça prend beaucoup de temps à faire. Les stats de cette vidéo ne me sont pas tombées toutes cuites dans la bouche. Certaines sont accessibles facilement, pour d'autres, j'ai dû les calculer. J'ai passé pas mal de temps à faire équipe par équipe. Alors, merci de me montrer votre soutien si vous trouvez que ça le justifie, que la qualité du travail est là. En tout cas, ça me fait plaisir de pouvoir faire ce genre de contenu et en proposer à chaque supporter de chaque équipe de Ligue 1. On va pas perdre plus de temps. Attaquons par l'équipe qui occupe actuellement la première place du classement de notre championnat, le Paris Saint-Germain. Alors, pour vous expliquer rapidement, ici nous avons les fameuses statistiques avancées principales que nous allons utiliser au cours de cette vidéo. Et les chiffres que vous voyez à côté correspondent à la position de l'équipe en Ligue 1. Pour faire simple, le Paris Saint-Germain en Ligue 1 est la 6e équipe à se procurer le plus de situations nettes de but. Pourquoi est-ce que je mets la position ? Parce que c'est plus concret qu'un volume, qu'un chiffre. Par exemple, imaginons que ce soit 35. C'est pas évident de se rendre compte si c'est beaucoup ou pas. On ne fait pas forcément le parallèle par rapport aux autres. Et puis, chaque saison de Ligue 1 a ses réalités. Donc ici, on met la position pour voir où en est l'équipe par rapport aux autres. Sachez également que pour les statistiques négatives, plus on est haut, plus c'est positif aussi, comme pour les statistiques positives. On le lit à l'inverse. Paris est donc l'équipe qui a le moins encaissé de buts en Ligue 1 cette saison. Au niveau du code couleur, la ligne est bleue si l'équipe est première, la ligne est verte si l'équipe est dans le premier tiers du championnat, jaune deuxième tiers et rouge dernier tiers. Le Paris Saint-Germain est donc la 6e équipe à s'être procuré le plus de situations nettes de buts en Ligue 1 cette saison, donc des situations définies par Opta comme claires, où c'est plutôt simple de marquer, avec peu de pression adverse autour et une trajectoire dégagée pour frapper sur le but adverse, que ce soit au sol ou lors une tête à bout portant, avec aucun adversaire entre vous et le but adverse pour vous gêner. C'est en effet pas un point sur lequel l'équipe brille en ce début de saison, pourtant
Paris est habitué à être loin devant ses concurrents sur les saisons précédentes au niveau des situations nettes de but, mais ça corrobore plutôt bien avec l'impression visuelle, c'est-à-dire que l'équipe ronronne un peu entre les blessures, le déficit athlétique, etc. On voit que ça met du temps à se mettre en place, et ça se voit d'ailleurs globalement, puisqu'habituellement le Paris Saint-Germain est plus ou moins premier sur toutes les catégories. Au niveau des buts marqués, on voit que l'équipe est quatrième, donc ça reste quand même correct, mais on n'est pas pour autant dans les 3 premières places. Les occasions nettes manquées, alors c'est un ratio, ce n'est pas un volume global, c'est-à-dire le pourcentage d'occasions nettes qui ont été manquées, ce qui permet de mettre en perspective les chiffres et la performance individuelle en elle-même. Ok, on arrive à se procurer beaucoup d'occasions nettes, mais est-ce que pour autant les joueurs en question arrivent à la mettre au fond des filets? À savoir que tous les buts ne sont pas marqués sur des occasions nettes, c'est une confusion qui est souvent faite, mais comme je vous l'ai dit, les situations nettes sont des occasions simples de marquer. Un but hors de la surface n'est pas une situation nette de but. Donc ces 3 données permettent de mettre cela en perspective. Parfois, on peut avoir beaucoup d'occasions nettes et les manquer, mais se rattraper quand même en marquant des buts compliqués. Ici, le Paris Saint-Germain est plutôt correct offensivement, dira-t-on, mais tout de même assez loin de ses standards. Au niveau des données défensives, le Paris Saint-Germain est la 2e équipe à subir le moins d'occasions nettes de but, c'est plutôt correct. En effet, ça reste quand même une équipe qui a un contrôle assez significatif sur le jeu, qui laisse assez peu de situations à ses adversaires. C'est donc l'équipe qui a encaissé le moins de buts, à égalité avec d'autres il me semble, mais on en reparlera juste après. D'ailleurs, essayez si vous le voulez de trouver en commentaire quelle est l'équipe qui a subi le moins d'occasions nettes cette saison en Ligue 1. Vous allez le voir au fil de la vidéo, je pense que vous allez être surpris. Vous verrez parfois que des équipes ne subissent pas énormément d'occasions, mais encaissent un certain nombre de buts, et c'est souvent en relation avec les performances du gardien. Celles de Lucas Chevalier sont mauvaises en ce début de saison. On a tous des yeux, on l'a constaté. Pas toujours les meilleurs choix, pas toujours bien anticipés, pas toujours irréprochables. Il y avait une vidéo sur Lucas Chevalier sur la chaîne, je vous invite à la voir si vous le voulez, avant qu'il rejoigne le Paris Saint-Germain. On faisait une petite review de ses performances. On voyait qu'il était très très reprochable sur les pénaltys, notamment il sautait tout le temps du mauvais côté, il me semble, c'était son gros point faible. Paradoxalement, en une saison, enfin même pas une saison, ça a l'air de s'être totalement renversé, il en a arrêté, je crois qu'il saute tout le temps du bon côté. En revanche, on avait vu que son gros point fort, c'était les réflexes, les parades, les arrêts, et en ce début de saison, c'est un petit peu plus compliqué à ce niveau-là. Par chance, si on peut dire ça, ça n'a pas énormément porté préjudice au Paris Saint-Germain, l'équipe ne concédant que très peu de situations. Dans tous les cas, ça reste quand même celle qui a encaissé le moins de buts. Et au niveau, à présent, des pertes basses et des erreurs individuelles, donc pertes basses qui vont plutôt être liées à la capacité à ressortir les ballons, la qualité dans les sorties de balles. Qu'est-ce qui est entendu par là? Le nombre total de duels, de dribbles et de passes manquées, par exemple, dans ses propres 30 mètres. Donc sa 4e position. En réalité, ce sont des positions correctes pour la plupart, mais quand on met ça en perspective avec le fait qu'on parle du Paris Saint-Germain, ça reste en dessous de ce qui est attendu, ça reste en dessous des standards des précédentes saisons. On l'a vu, les joueurs ne sont pas forcément au mieux de leur forme. En revanche, première équipe à commettre le moins d'erreurs individuelles nettes, donc c'est une très bonne nouvelle. Erreurs individuelles nettes, on va être sur carton rouge, les pénaltys provoqués, les buts contre son camp et les ballons rendus directement à l'adversaire qui offrent une occasion. Le Paris Saint-Germain n'en a pas offert beaucoup cette saison. Donc voilà, ça reste quand même globalement, on le voit, assez correct au niveau défensif, avec un gardien qui n'aide pas forcément. Peut-être que Paris aurait pris quelques points en plus avec un Lucas Chevalier en meilleure forme. Sur cet aspect-là, voilà, on peut quand même compter sur l'équipe, elle est assez sereine. Il y a quand même un petit peu de perte
basse, mais pas encore vraiment dramatique, même si c'est pas forcément au standard Paris Saint-Germain qui d'habitude est l'équipe avec le moins de pertes basses en championnat, enfin en Ligue 1 du moins, mais même dans les équipes en Europe qui en ont le moins. C'est un petit peu compliqué en ce début de saison, mais voilà, ça reste quand même pas dramatique à l'échelle de la Ligue 1. Au niveau de la finition, c'est pas toujours extraordinaire. Gonzalo Ramos a raté pas mal d'occasions, Bradley Barcola également. Voilà, au niveau de la conversion des occasions et des performances du gardien, donc finalement du réalisme dans les deux surfaces, il y a un petit peu de déchets, il y a des choses à redire, voire même beaucoup de déchets du côté de Lucas Chevalier. Sur le reste, malgré que ce soit un petit peu compliqué en ce début de saison, ça reste correct. Passons à présent à la meilleure équipe de Ligue 1 dans les statistiques avancées, la plus équilibrée, quand on fait la médiane des positions de l'Olympique de Marseille. Au niveau offensif, l'équipe se procure un petit peu plus de situations nettes de but que le Paris Saint-Germain sans pour autant être sur le podium. En revanche, c'est l'équipe qui marque le plus de buts. C'est d'ailleurs une des équipes qui marque le plus de buts dans les 5 premiers championnats cette saison. Pour autant, il y a quand même pas mal de situations nettes manquées. Et c'est notamment ce qui fait que l'équipe reste quand même, malgré ça, la première en but marqué. C'est que l'Olympique de Marseille a des joueurs dans son rang d'une qualité individuelle supérieure au niveau offensif qui sont en capacité de marquer des buts compliqués, donc de compenser les situations nettes manquées. Voilà, sur la finition des actions simples, c'est pas forcément extraordinaire, mais sur la conversion de situations plus compliquées, on a des joueurs qui répondent présents, donc ça permet de compenser. Au niveau défensif, on ne concède pas trop de situations nettes, mais on n'est pas non plus sur le podium. En revanche, encore une fois, ici, nos individualités font la différence, puisque c'est notamment Monsieur Rouli qui permet d'être l'équipe qui a encaissé le moins de buts en Ligue 1 cette saison, à égalité du coup, il me semble, avec le Paris Saint-Germain et une autre équipe, je crois, dont nous allons parler juste après. Effectivement, voilà, peut-être l'une des meilleures recrues de l'Olympique de Marseille sur les dernières saisons. Alors, il peut lui arriver de temps en temps de faire des bourdes, des petites imprécisions. En revanche, il est assez irréprochable en ce qui concerne les performances d'arrêt. C'est aussi l'un des gardiens qui réussit le plus de sorties en Europe. Il est vraiment très rassurant, très fort. Franchement, félicitations aux Marseillais qui ont eu le nez fin sur ce recrutement. C'était un joueur qui avait plus trop de temps de jeu, il me semble, quand ils vont le chercher. Et actuellement, ça fait partie des meilleurs gardiens d'Europe. Donc voilà, franchement, très bon recrutement qui leur permet du coup d'être très bien placés au niveau des statistiques défensives. Et puis maintenant, sur ce qui concerne plutôt la qualité de contrôle, le sang-froid dans les zones dangereuses, on va dire, eh bien l'Olympique de Marseille est l'équipe qui a perdu le moins de ballons dans ses propres 30 mètres, ce qui est une belle performance parce qu'on sait que l'Olympique de Marseille pourtant passe pas mal de temps dans ses 30 mètres, puisque le jeu de De Zerbi incite à attendre, on va dire, à encourager le pressing de l'adversaire, à toucher pas mal de ballons et puis ensuite à chercher des solutions pour percer le bloc adverse. C'est vraiment une très belle performance. Et il me semble que la saison dernière, l'Olympique de Marseille avait eu beaucoup plus de mal. Donc voilà, ça met du temps aussi de s'adapter à ce genre de style de jeu. Et ça commence à payer. Et puis, au niveau des erreurs individuelles nettes, ça reste très correct également. Alors, on n'est pas irréprochable à 100%. Il y en a de temps en temps, on a pu le voir. Mais certaines équipes font bien pire. Et c'est aussi l'intérêt de la vidéo, c'est de pouvoir mettre en perspective parce que lorsqu'on supporte une équipe, on a souvent l'impression que nos joueurs sont soit les meilleurs dans certains aspects, soit les pires, qu'on est l'équipe la moins chanceuse, que nos joueurs font plein de boulettes, etc. etc. mais parce qu'on regarde les matchs avec passion. Et croyez-moi, il y a souvent bien pire. L'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. On a des équipes où les attaquants manquent beaucoup plus de situations, où les gardiens sont beaucoup plus mauvais, où les joueurs sont beaucoup plus en difficulté au moment de devoir gérer des situations et commettent beaucoup plus d'erreurs. Voilà. C'est sympa d'avoir ce genre de vidéo aussi pour pouvoir mettre en perspective et relativiser. L'Olympique de Marseille, très beau bilan statistique général, du progrès à faire au niveau de la conversion des occasions nettes, mais des individualités qui sont au niveau, soit le gardien, mais les attaquants également capables de marquer des buts compliqués et qui permettent donc d'être très bien placés, d'être à la première position au niveau des buts marqués et des buts encaissés. 47 occasions nettes de buts cette saison en Ligue 1. Aucune équipe ne fait mieux dans la compétition. Ils occupent donc la première place, mais ils sont en revanche 6e quand on regarde le volume de buts marqués. Pourquoi ? Eh bien parce que leurs joueurs manquent de réalisme au moment
de conclure les situations. Et à contrario, quand on s'intéresse aux statistiques défensives, on voit que c'est une équipe qui subit quand même un assez haut volume d'occasions nettes pour une équipe qui occupe la 3e place. Et pour autant, ils sont à égalité avec l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, à 11 buts encaissés cette saison. Ils occupent donc cette première place partagée entre 3 équipes, notamment parce qu'ils ont eux aussi, tout comme l'Olympique de Marseille, un gardien très performant. Vraie belle recrue de leur côté également, pour 3 millions d'euros seulement cet été. Franchement, il fait un très beau travail. Au niveau des pertes basses, c'est assez critique. On est quand même 13e, on est dans le dernier tiers du championnat. Donc il y a quand même beaucoup de déchets au moment de ressortir les ballons, de gérer les duels dans ses propres 30 mètres. En revanche, ça n'amène pas tant de situations critiques que ça. Alors ça amène des situations nettes, mais on va dire que là où le contrôle n'est pas forcément excellent, la qualité n'est pas forcément, qualité technique, pas forcément irréprochable, on a de la qualité sous pression, mais pression mentale, je dirais plus. C'est-à-dire que on a quand même un volume d'erreurs individuelles nettes qui reste correct malgré tout. Donc pour résumer, le RC Lens, équipe très intéressante offensivement, mais qui manque de réalisme au moment de conclure ces situations. Défensivement, attention, on a un très bon gardien qui permet de ne pas forcément payer les conséquences du nombre d'occasions nettes que l'on concède, mais s'il venait à être un petit peu moins en forme au fur et à mesure de la saison, ça pourrait être la douche froide. Attention également au moment de ressortir les ballons, à la gestion des situations dans ses propres 30 mètres, même si pour le moment, ça n'amène pas forcément d'erreurs plus significatives que ça. Nous allons à présent en Alsace retrouver la 4e équipe du championnat, le RC Strasbourg, qui voilà depuis la liaison avec Chelsea a de plus en plus de joueurs talentueux et montre des choses de plus en plus intéressantes. Très solide au niveau offensif, 3e en situation nette de but, 3e en total de buts marqués, 4e place au niveau du pourcentage de situations nettes manquées. Donc ici, c'est lire à l'envers aussi également, ça coule de source, mais c'est du coup la 4e équipe qui en a manqué le moins en pourcentage. Défensivement, on ne subit pas beaucoup d'occasions nettes non plus. Il y a quand même un bon équilibre dans les deux surfaces. En revanche, on encaisse des buts. Le gardien n'est pas forcément irréprochable. Alors attention, cette statistique est basée sur les statistiques avancées d'évaluation du gardien sur sa ligne, donc notamment les XGOT, pour ceux qui connaissent, j'en ai déjà parlé pas mal sur la chaîne. C'est une statistique qui fait, on va dire, le parallèle entre la qualité de la frappe reçue et la performance du gardien, c'est-à-dire, ça va être important au long de la vidéo, mais parfois, vous allez voir votre gardien pas forcément très bien placé, alors que vous allez vous dire qu'il a parfois fait de très bons arrêts. Oui, mais ça ne suffit pas. Faire de très bons arrêts, c'est bien, mais il faut aussi ne pas concéder de buts trop bêtes ou qui auraient été facilement arrêtés par d'autres gardiens. Et ça, c'est calculé par les statistiques avancées. Donc, le portier de Strasbourg reste en positif sur sa ligne dans les chiffres, mais il est malgré tout 7e. Il y a des joueurs qui font de bien meilleures performances. Le rapport entre les situations nettes subies et les buts encaissés et on va dire déficitaire. En tout cas, l'équipe pourrait faire mieux. Donc ça peut être lié au gardien qui serait en capacité possiblement de faire de meilleures performances sur sa ligne. Mais ça peut aussi parfois être, vous savez, il y a des saisons où on a l'impression qu'on encaisse que des top buts, que les adversaires nous marquent que des missiles, ou des buts assez insolites. Voilà, ça et les performances du gardien, ça va être les deux choses qui peuvent influencer le rapport entre les occasions subies et les buts encaissés. Au niveau de la sérénité, on n'est pas terrible sur les pertes basses, 11e position, donc il y a quand même du travail, il y a des choses à améliorer, et pas terrible non plus au niveau des erreurs individuelles nettes. Ça reste tout de même correct quand on met ça en perspective avec l'âge moyen de l'effectif. En général, dans les équipes assez jeunes, on a tendance à être plutôt mal situé. Je pense notamment à Rennes qui pendant pas mal de saisons a eu de jeunes défenseurs centraux,
voilà, des jeunes joueurs qui animaient la ligne défensive et ça commettait énormément d'erreurs. Ils étaient souvent dans les pires équipes du championnat à ce niveau-là. Voilà, quand on fait le parallèle entre les deux, ça reste correct. La jeunesse, c'est bien. Pour moi, la construction d'effectifs uniquement basée là-dessus peut parfois avoir des failles justement là-dessus, sur la gestion des temps forts, temps faibles. On manque un peu d'expérience, de vieux briscards, voilà, qui savent gérer ce genre de situation. Donc ça se ressemble peut-être un petit peu dans ces statistiques-là. Mais sinon, au niveau de la production pure, de la capacité à se procurer des situations de but et à en concéder peu, voilà, Strasbourg fait voilà, bonne figure, montre de très belles choses. Sur l'aspect offensif, c'est très encourageant, c'est vraiment, vraiment fort. Sur l'aspect défensif, il y a un petit peu plus de travail à faire. Alors, pas dans le fond, puisque, comme je vous le disais, l'équipe ne laisse pas énormément d'opportunités à ses adversaires, mais individuellement, voilà, hein, tout ça, ça relève aussi beaucoup de la qualité individuelle. Voilà, on pourrait encore s'améliorer. Passons à présent aux Dogs du LOSC, qui sont offensivement corrects, 4e en occasion nette de but. Ça reste une équipe qui quand même a été habituée au cours des dernières saisons d'être souvent sur le podium dans cette donnée-là. Alors, ça reste un constat fait à l'instant T après environ un tiers de matchs effectués sur la saison, donc ça vaut ce que ça vaut, c'est histoire de dresser des premières dynamiques, des premières perspectives, mais toutes les équipes n'ont pas encore, n'ont pas forcément affronté les mêmes adversaires. Certaines ont eu des calendriers plus simples que d'autres, certaines ont aussi la Ligue des Champions à côté, etc. Bref, voilà. En tout cas, au niveau des situations nettes de but, on est bon, même si, voilà, comme je vous le disais, Lille est un habitué du haut de tableau dans cette statistique-là. Les buts marqués, ça reste correct, malgré le haut volume d'occasions nettes manquées, et pour le coup, les Lillois sont également des habitués du manque de réalisme offensif. Je pense que ça fait bien depuis facile 2020. Je serais curieux, faudrait que je regarde à nouveau. Il y avait eu la saison du titre, où ils ont été en surperformance offensive, très gros réalisme. Mais en revanche, sur le reste, c'est quand même une équipe qui a l'habitude de se procurer pas mal de situations et d'en manquer énormément. Donc force aux Lillois qui subissent ça année après année. Malgré tout, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, avec l'OM notamment, ils ne subissent pas forcément trop les conséquences des occasions nettes manquées, puisqu'ils parviennent sans doute à marquer aussi des buts compliqués qui compensent cela. Défensivement, on subit pas mal d'occasions nettes. Le LOSC est friable, laisse des opportunités à ses adversaires, mais n'encaisse pas tant de buts. Eux aussi, parce qu'ils peuvent se vanter d'avoir un gardien plutôt efficace dans leur rang. Alors, j'ai vu qu'il était remis en cause de temps en temps, peut-être sur ses dernières performances, mais en tout cas sur la moyenne globale, il a plus sauvé de points qu'il n'en a coûté, à voir au fil de la saison. Peut-être que s'il ne parvient pas à garder cette forme-là qui a justifié cette statistique, ça pourrait coûter aux Lillois, puisqu'ils ne sont, comme on l'a dit, pas forcément étanches au niveau défensif. Il y a encore du travail à faire, donc c'est toujours particulier, puisque dans la psychologie du supporter, on retient plus ce qui se passe, en tout cas les conséquences, que la production en elle-même. Donc si on est très friable défensivement, mais qu'on ne concède que peu de buts parce qu'on a un bon gardien, on va pas forcément trop y faire attention, mais le jour où il va être moins en réussite, où il va se mettre à sous-performer, c'est parfois la douche froide. Les pertes basses, deuxième équipe du coup derrière l'OM, si je me souviens bien. Même chose, c'est une équipe qui quand même depuis un certain nombre de saisons ressort bien les ballons, et est une équipe qui nous a habitués à montrer de la qualité dans cet aspect-là. Voilà, rien à redire. En revanche, il y a peu d'actions manquées, ok, mais quand il y a des actions manquées, ça amène souvent des situations critiques, des situations dommageables, donc ici que ce soit carton rouge, but contre son camp, pénalty provoqué, rendre un ballon à l'adversaire qui va par la suite avoir une occasion. Donc voilà pour le LOSC. Attention à ne pas trop subir de situations, essayez de corriger ce manque de réalisme offensif, et attention également à la sérénité dans les situations chaudes qui pourraient coûter des points. Du côté du Rocher à présent, alors l'AS Monaco, c'est une équipe
assez intéressante dans les statistiques, puisque c'est un petit peu tout ou rien, comme vous le voyez. Au niveau offensif, et on ne le découvre pas, ça fait plusieurs saisons, à Monaco, c'est fort. Voilà, 2e en occasion nette de but, 2e en but marqué, 6e en conversion des occasions nettes. Ça pourrait être mieux. À l'époque où Ben Yedder était là, l'équipe était souvent 1re ou 2e de Ligue 1 dans cet aspect. Voilà, c'était un joueur très efficace. Il y a eu d'ailleurs plusieurs avant-centres efficaces qui ont pu jouer dans les rangs de l'AS Monaco, mais c'est quelque chose qui est en baisse depuis son départ, et notamment à travers Brelem Bolo ou Folarin Balogun. Ce sont des attaquants qui ont beaucoup de mal face au but adverse. Mika Bierret avait montré de très belles choses dans cet aspect-là quand il est arrivé la saison dernière, mais il a plus de mal en ce début de saison. Donc voilà, on verra au fil du temps. On a dit que c'était bien au niveau offensif, pardon. J'étais déjà en train d'anticiper la suite. En revanche, au niveau défensif, c'est beaucoup moins bon, et en fait, je pense que c'est quelque chose que n'importe qui aurait pu anticiper avant même de voir les statistiques. Tous les supporters monégasques, je pense, pouvaient le sentir venir, celui-là. Fait un petit peu penser au Barça, d'un côté, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on se donne beaucoup offensivement, on produit beaucoup. Par contre, défensivement, c'est quand même assez friable. Alors, au niveau des occasions nettes subies, ça reste correct. C'est pas au niveau du standing, place européenne, même Ligue des Champions, à laquelle le niveau attendu de l'Olympique, de l'AS Monaco, pardon. C'est quand même une équipe qui est habituée au podium de Ligue 1, qui sur les 10 dernières saisons est la 2e équipe à avoir fait le plus de podiums en Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain. Voilà, 7e position, c'est pas terrible, mais 14e au niveau des buts encaissés. Et il me semble de mémoire que Monaco a le pire ratio entre les occasions nettes qu'ils subissent et les buts qu'ils encaissent. Et c'est notamment à cause du gardien qui n'est vraiment pas en réussite cette saison. Il a coûté pas mal de points aux Monégasques, mais également à cause des erreurs individuelles beaucoup trop fréquentes qui ont coûté des points, elles aussi. Monaco, je ne sais pas si Pocognolé arrivera à changer drastiquement l'ADN de cette équipe qui s'est souvent plus concentrée, en tout cas sur les dernières saisons, puisqu'à l'époque de Leonardo Jardim, il me semble que c'était bien solide défensivement, mais voilà, ça fait quelques saisons que ça se donne beaucoup offensivement et que défensivement c'est compliqué, qu'il y a de l'espace derrière, que comme je vous le disais, un petit peu comme le Barça, on a tendance à être assez friable malgré tout. Après, l'équipe encaisse quand même nettement plus de buts que ce qu'elle ne devrait, de par les mauvaises performances individuelles. Donc on verra si ça s'équilibrera au fil de la saison. Et puis au niveau des pertes basses au global, ça reste quand même pas terrible non plus quand on voit la qualité des joueurs monégasques. C'est quand même une équipe qui a un effectif de joueurs qui savent manier le ballon, qui savent faire des choses. Voilà, il y a un petit point d'attention ici aussi. Et ces statistiques-là représentent bien les Monégasques, comme je vous le disais. C'est-à-dire très bon au niveau de l'attaque, et sur le reste, il y a quand même des choses à redire. Pour les Lyonnais, on est sur un bilan statistique global assez intéressant, un petit peu similaire à celui du Racing Club de Strasbourg, dans le sens où on n'a pas de statistiques en zone rouge, mais un petit peu à l'inverse, où les Strasbourgeois, il me semble, eux, avaient quand même plus de statistiques dans le vert que dans le jaune. Eh bien, Lyon, c'est l'inverse. Pas terrible au niveau offensif, et ça, je pense que ça ne surprendra personne. En effet, qu'on soit supporter lyonnais ou non, on sait que l'équipe manque de joueurs capables d'apporter dans cet aspect-là. Alors, ils bricolent. Ils essayent de tenter des choses, de faire jouer certains joueurs en neuf, en faux neuf. On tente des choses, mais bon, on ne se réinvente pas comme ça du jour au lendemain. Malik Fofana est blessé. C'est pas forcément évident. On se procure pas énormément d'occasions nettes de but. Ça reste correct, mais bon, on va attendre plus de l'Olympique Lyonnais, qui est aussi une équipe qui nous a habitués à être assez haut à ce niveau-là. Niveau des buts marqués, ça reste quand même pas extraordinaire, et quand on fait le lien entre les deux, on voit qu'il y a un taux de conversion qui n'est pas terrible, et aussi parce qu'on n'a pas forcément d'avant-centre, on n'a pas de spécialiste de la finition, donc on est obligé de bricoler, comme je le disais, on fait au mieux. Au niveau défensif, en revanche, c'est beaucoup plus correct. C'est la 6e équipe à subir le plus d'occasions nettes, donc c'est pas excellent, mais c'est pas tragique.
4e au niveau des buts encaissés et 5e sur ce qui concerne les performances du gardien. Donc au global, c'est un gardien qui a plus sauvé de points qu'il n'en a coûté, qui a plus sauvé de buts qu'il n'en a concédé des bêtes, si on peut le dire, même si celui là dernièrement sur Warren, c'était un petit peu, voilà, il est reprochable, mais il a quand même fait de belles parades, il a fait quelques belles performances. Niveau défensif, voilà, Niakhaté aussi, Moussa Niakhaté qui réalise un très très bon début de saison, très solide. Ça me fait plaisir pour lui. Offensivement, on a un petit peu ce qu'on s'attendait. Et sur la qualité de contrôle, voilà, pas mal de pertes basses. Tessman qui parfois n'est pas toujours irréprochable. Il y a des petites erreurs ici et là. Je ne sais pas si c'est Mata aussi, je ne sais plus exactement. Clinton Mata peut-être, qui parfois, il est parfois reprochable. Il y a des petites imprécisions. Ça reste correct au global pour une équipe qui a vécu un été très compliqué, qu'on attendait peut-être potentiellement jouer en seconde partie de tableau, voire pire. Voilà, pour des supporters qui voyaient potentiellement leur équipe finir en seconde division ou pire, mais peut-être en seconde division en tout cas. Je pense que vous êtes déjà très satisfait de ce qui est produit actuellement. Il y a aussi des matchs où vous auriez pu faire mieux, où vous aviez assez produit pour repartir avec un meilleur score. Donc franchement, je ne suis pas forcément inquiet. Il y a des bases assez intéressantes. Les supporters ont l'air de suivre l'équipe, ont l'air voilà, de soutenir ces joueurs-là, qui donnent envie de les soutenir aussi, qui font les efforts. On en découvre certains. Certains se révèlent, voilà. Il y a des bonnes choses malgré tout et ça reste infiniment mieux que ce qu'on aurait potentiellement pu prévoir avant le début de la saison. Voilà, des petits progrès à faire au niveau offensif. On verra au mercato d'hiver s'il y a moyen d'investir, de faire des petits montages, des trucs. On a entendu parler de l'arrivée de Hendrick, ça pourrait peut-être aider à ce niveau-là. Et puis, petit point d'attention, voilà, la sérénité dans les zones plus basses du terrain. En revanche, au niveau défensif, ça reste correct. Les Rennais, eux, n'ont qu'un bon point à souligner, c'est qu'ils sont premiers. Peut-être que vous ne vous y attendez pas, mais ils sont en effet premiers au niveau de la conversion des occasions nettes. Heureusement, j'ai presque envie de dire, parce que si les joueurs avaient du mal dans cet aspect-là, je ne sais pas quelle place l'équipe occuperait actuellement. Ça ne se procure pas énormément d'occasions nettes de but, c'est moyen on va dire. Ça parvient en revanche à en marquer plus que ce qu'on pourrait attendre, parce que justement les joueurs sont très réalistes offensivement. En revanche, défensivement, on concède le plus haut volume d'occasions nettes de Ligue 1. C'est catastrophique. C'est catastrophique aussi parce qu'on a une fébrilité très forte, voilà, dans les zones les plus importantes, les plus critiques. 15e en perte basse, 15e en erreur individuelle nette. Heureusement, on peut compter malgré tout sur un gardien qui parfois sauve un peu les meubles, malgré le nombre de situations nettes qu'il doit affronter. Il a beaucoup de boulot. Voilà, on est donc 10e en but encaissé. Peut-être également que les adversaires font parfois preuve d'un manque de réalisme global contre nous, en dehors même des arrêts du gardien. Voilà, ça leur permet de tenir, ça leur permet de remonter un petit peu. Dernièrement, il y a une bonne dynamique qui est en train de se réinstaller. Habib Beye avait été pas mal remis en cause, et quand on regarde les statistiques avancées de production, on comprend pourquoi. 10e équipe en situation nette de but et 18e équipe en occasion nette subie. C'est quand même quelque chose qui dépend aussi de l'entraîneur. La capacité à créer du danger et à en subir assez peu, de l'entraîneur, du coaching. Bon, malgré tout, au niveau individuel, en dehors du gardien et des attaquants, qui pour le coup font plutôt leur job, voilà, malgré qu'il soit 11e, il est aussi en positif, c'est Brice Samba, voilà, il me semble. Sur les pertes basses et les erreurs individuelles, on n'est pas au niveau. Donc voilà, il y a peut-être un manque, voilà, si on doit quand même dresser les 3 points dans le rouge, c'est plutôt des points qui sont qu'on va attribuer à la zone défensive rennaise, c'est-à-dire à ses propres 30 derniers mètres. Il y a un gros problème dans cet aspect-là, dans la sérénité globale défensive, et c'est quelque chose finalement qu'on a pu voir se répéter au fil des saisons. Ça fait quand même pas mal de temps que c'est un petit peu compliqué dans cet aspect-là. Je parlais tout à l'heure de certains centraux rennais qui
jeunes, voilà, ont manqué d'expérience. Y a Arthur Théat, il y a Omari, il me semble. Voilà, c'était des joueurs qui commettaient quand même pas mal d'erreurs. Ça semble continuer dans cette dynamique-là. Voilà, on verra si au fil de la saison, l'équipe parviendra à améliorer ses statistiques avancées. En tout cas, attention, une fois qu'on arrive dans les 30 derniers mètres, on est très friable. C'est un petit peu mieux du côté des Niçois, qui eux sont pourtant derrière Rennes au classement. Au niveau offensif, 11e en occasion nette de but, 11e en but marqué, 14e en revanche au niveau de la conversion des occasions nettes. Donc comme pour d'autres équipes dont on a pu parler dans la vidéo, ils ont pu compter sur des buts compliqués marqués par leurs joueurs permettant de compenser ce manque de réalisme. La pire équipe au niveau des pertes basses est d'assez loin en plus de mémoire, on est à plus, je crois, plus de 230 ou 240, et c'était déjà le cas la saison dernière, ce qui me surprend un peu pour une équipe de Franck Hes qui essaie quand même d'instaurer en général des choses assez intéressantes. Là, c'est compliqué, et comme je vous le dis, c'était déjà le cas la saison dernière, c'était déjà la pire équipe dans cet aspect-là. Heureusement, entre guillemets, on le paye pas tant que ça. On arrive quand même à maintenir une petite sérénité, on va dire, quand on met en perspective avec le volume total de pertes basses, cette situation qu'on va devoir gérer. Malgré tout, on n'est pas loin du dernier tiers. Après, sur le niveau défensif global, bon, c'est moyen. C'est moyen, Nice est à sa place. Je sais pas, ça pourrait être même pire. Disons en tout cas que Nice ne mérite pas forcément d'être bien plus haut. Le gardien, voilà, Yehvan Diouf, a pu faire quelques performances décisives, je crois notamment contre Auxerre. Je ne sais plus si Nice avait fait nul, gagné ou perdu, mais il ne me semble pas que Nice avait perdu contre Auxerre, que Yehvan Diouf avait fait un très bon match. C'est un gardien qui est un peu intriguant parce que des fois, il peut repousser un peu mal les ballons. Il peut y avoir des choses à redire, mais en tout cas, au niveau du shot stopping, il a quand même fait son travail, il a pu rapporter quelques points. Voilà, les Niçois, la saison est décevante et les statistiques restent décevantes tout de même pour une équipe qui vise quand même les places européennes. C'est plus intéressant au niveau du TFC. Une seule statistique dans le rouge, il y a beaucoup de progrès à faire sur la capacité à se procurer des situations nettes de but. Si vous êtes supporter du TEF, n'hésitez pas à donner votre témoignage en commentaire. D'ailleurs, si vous êtes supporter de n'importe quel club cité dans la vidéo, déjà me dire si les statistiques avancées corroborent avec l'impression visuelle, de façon à voir si celles que je sélectionne pour l'analyse des équipes sont pertinentes. Je pense, franchement, avec l'expérience, c'est souvent corroboré, mais donnez-moi quand même votre témoignage. Et surtout, essayez de trouver des raisons à cela. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que le TEF est 17e en occasion nette de but, selon vous? Qu'est-ce qui pêche un petit peu? Qu'est-ce qui empêche l'équipe de créer du danger à ce point-là? C'est contrebalancé par un très haut réalisme offensif. Ça permet notamment de marquer quand même un volume de but assez intéressant, d'être voilà, 10e malgré le presque bonnet d'âne au niveau de la capacité à procurer du danger vraiment net. On marque quand même des buts parce que nos joueurs sont en réussite, voilà, ce qui permet de compenser. Mais au niveau de la production, c'est pas terrible. On peut pas toujours se reposer sur les performances individuelles. Sur le côté défensif, en revanche, c'est bien mieux. 4e en occasion nette subie, donc c'est une équipe qui est plutôt solide défensivement. Il me semble que c'était déjà le cas la saison dernière. Ça se ressentait juste pas parce que Guillaume Rest était catastrophique lors de la saison précédente. C'était le pire gardien des 5 premiers championnats sur sa ligne dans les statistiques avancées. C'était horrible. Donc ça mettait pas forcément en avant les performances du TEF qui aurait pu être plus haut dans le classement sans ça. Cette saison, il est un peu meilleur. Franchement, il y a eu quelques rencontres où je l'ai vu faire des arrêts très intéressants. Malgré tout, ça reste 9e. Du coup, voilà, il pourrait faire mieux. C'est pas critique. On est loin de la saison dernière où il était de très loin le 17e de Ligue 1. Voilà, il a repris un peu de la confiance. Ça fait plaisir. C'est un joueur français. On a besoin de joueurs en confiance, même si c'est pas un poste sur lequel on a beaucoup de besoins. On a un très haut volume de bons gardiens. Voilà, 4e au niveau des situations subi, 8e en but encaissé, donc voilà, les performances individuelles ne permettent pas de mettre assez en valeur la solidité défensive toulousaine, c'est dommage. On n'est pas aussi critique que la saison précédente, mais c'est quand même dommage puisque c'est une équipe assez solide dans cet aspect-là.
Et puis quand on regarde les pertes basses et les erreurs individuelles nettes, ça reste pas trop mal aussi, hein, quand on voit les équipes qu'on a pu passer et certaines données catastrophiques sur des équipes qui pourtant sont plus haut au classement. On voit que le TEF est plutôt à sa place et que franchement il y a la base pour faire de bonnes choses. Il y a de quoi être satisfait et ne pas forcément, comme je vous le dis, c'est piégeux de ne se fier qu'aux résultats. En tout cas, le coaching en lui-même permet de produire des choses assez intéressantes. Alors pas offensivement, c'est pour ça que j'attends votre témoignage. Offensivement, il y a du gros travail à faire. Est-ce que c'est un manque de qualité individuelle? Les joueurs font pas forcément assez de différence pour se procurer des situations nettes de but. Est-ce que c'est le coach qui préfère qu'on essaye plutôt de tenter sa chance hors de la surface ou je sais pas sur des coups de pied arrêtés et peut-être délaisser la création de danger net dans le jeu parfois pur. Je ne sais pas vraiment, n'hésitez pas à nous dire ça. En tout cas, voilà, là où défensivement les performances individuelles vous desservent un peu, offensivement elles vous permettent de sortir la tête de l'eau. Donc finalement ça fait une sorte d'équilibre. Alors pour le deuxième club de la capitale, si vous avez vu ma précédente vidéo, on va plus ou moins redire la même chose, même si entre temps il y a eu des matchs, donc les positionnements ont bougé, mais globalement ce qu'on avait pu dire c'est que c'était intéressant, c'était encourageant, c'est-à-dire que sur la production en elle-même, on se procure quand même des situations nettes de but, on en subit mais pas trop, même si on n'est pas à niveau, on n'est pas encore au niveau des équipes qui jouent l'Europe, en tout cas des prétendants européens, mais voilà, on était extrêmement desservis au niveau défensif au global, c'est-à-dire au niveau des performances individuelles pures, que ce soit du gardien ou que ce soit des erreurs individuelles. Mais d'ailleurs, je crois qu'au dernier match, il y en a eu une. Je crois qu'un de vos joueurs, je ne sais plus qui c'est exactement, n'hésitez pas à me dire si vous supportez le PFC, mais il y a un de vos joueurs qui rend un ballon à l'adversaire et ça fait but directement derrière, quelque chose comme ça, il me semble. Donc match après match, boulette sur boulette, ça n'arrête pas. Vous n'êtes pas tranquille cette saison. Le gardien, alors en commentaire de la vidéo, certains d'entre vous m'ont dit non, si, il est plutôt intéressant. Comme je vous le disais, il ne faut pas forcément se fier juste aux bons arrêts. C'est vrai qu'il a fait quelques bons arrêts, mais sur la moyenne globale, je crois que je suis sûr, le Paris FC est l'équipe en Ligue 1 contre laquelle on a besoin de cadrer le moins de frappes pour marquer un but. C'est-à-dire que je crois que toutes les 2,2 frappes en moyenne, le PFC encaisse un but. C'est la pire équipe de Ligue 1 dans cet aspect-là. Donc il y a sûrement des choses à reprocher aux gardiens. Donc voilà, 15e en but encaissé. Et c'est dommage parce que 3e au niveau des pertes basses. Donc c'est quand même une équipe où on sent qu'il y a une bonne volonté de repartir de derrière. Il y a de la qualité technique, Maxime Lopez, etc. Mais malheureusement, des fois, il y a des temps d'absence, des errances comme ça, des imprécisions qui font que derrière... oui, tu vas avoir 100 bonnes passes pour ressortir le ballon, puis tu en as une où ça va tout de suite la rendre à l'adversaire, et puis voilà, cadeau, va la mettre au fond des filets, et ça gâche un petit peu tout le bon travail. Paris FC, encourageant, des bonnes choses à notifier, mais sans doute des ajustements à faire au mercato, ou la confiance à redonner à certains joueurs. Elle est ici. Elle est ici, les amis, si vous vous en souvenez, en début de vidéo, je vous avais demandé quelle était selon vous l'équipe qui avait subi le moins de situations nettes de but. C'est le Havre, voilà, une équipe très intéressante défensivement. Alors offensivement, ça l'est beaucoup moins, 13e, situation nette de but, 14e en but marqué, la finition qui ne suit pas. Par contre, défensivement, c'est fou de se dire ça, le Havre, c'est l'équipe qui a subi le moins d'occasions nettes de but cette saison. C'est mieux que Marseille, c'est mieux que Paris, c'est mieux que Lille, Monaco, c'est mieux que Lyon. Voilà, 19 seulement, il me semble. 19 situations nettes de but concédées en 12 rencontres. Malheureusement, le gardien ne permet pas forcément de traduire cela au niveau des buts encaissés, puisque l'équipe est 9e, malgré sa solidité défensive et malgré le fait qu'elle concède assez peu. Il y a également peu d'erreurs individuelles nettes. Franchement, c'est bien. 3e, c'est très encourageant. Donc il y a quand même une certaine sérénité dans les zones les plus basses. Il n'y a pas non plus trop de pertes dans ces espaces-là. J'hésitais au début à faire une vidéo juste sur le Havre pendant cette trêve internationale parce que on se doit de mettre en valeur cette performance-là.
quand même noter que c'est une équipe qui recrute à 0 €. Chaque été, ça recrute des joueurs libres. Il y a 0 € de dépensés sur le marché des transferts. Et rendez-vous compte qu'ils parviennent malgré tout à être l'équipe qui subit le moins d'occasions nettes de but. Quand on voit comment les promus ou voilà, les équipes de bas de tableau peuvent subir défensivement, franchement, ça mérite d'être applaudi. Les Havrais qui regardent la vidéo, vous pouvez être fiers de votre équipe. Offensivement, c'est pas ça, c'est vrai. Par contre, défensivement, franchement, bravo. Même si malheureusement, ça se traduit pas forcément trop, que ce soit au classement ou même au volume de buts encaissés. Mais si on met ça en perspective avec les investissements qui sont faits, c'est-à-dire l'absence presque d'investissement, du coup, faut leur reconnaître ça. Il y a beaucoup de supporters qui pleureraient en parlant des capacités financières, du budget, etc. et qui font beaucoup moins bien. C'est-à-dire que voilà, on a tendance à toujours tout remettre sur le budget et c'est justifié. C'est-à-dire que ça a été prouvé dans le football de haut niveau qu'il y a une corrélation très étroite entre le budget d'une équipe, la valeur de son effectif et sa position au classement. Mais c'est pas impossible de bien bosser. Donc félicitations à Mathieu Baudemer notamment et à tout le staff du Havre et aux joueurs qui, bon, malgré tout, ne parviennent pas à faire le travail pour mettre l'équipe en valeur, on va dire. Mais voilà, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Et voilà, pour des équipes de seconde partie de tableau, vous allez voir que voilà, cette place-là va être de plus en plus rare, si ce n'est la dernière fois que vous la voyez, je ne sais plus exactement. Bravo au Havrais tout de même. Et non, ce n'était pas la dernière fois qu'on la voyait, c'est vrai, j'avais oublié. Mais c'est plus individuel que collectif du coup. On passe au SCO d'Angers qui offensivement pour le coup n'apporte pas beaucoup de danger. Voilà, c'était le petit le petit jeu de mots. 18e en occasion nette de but, donc dernière équipe du championnat, 17e en but marqué, 16e en occasion nette manquée. En revanche, 12e en occasion nette subie. Bon, c'est pas terrible, mais c'est pas dramatique. On n'est pas loin quand même du dernier tiers. 6e seulement en but encaissé. C'est marrant parce que du coup j'ai vu pas mal de gens, comme quoi la lecture des gens parfois, dire que Angers était très solide défensivement, justement en se basant juste sur les buts encaissés. La raison elle est là les amis, elle est notamment là. C'est-à-dire qu'on a le meilleur gardien de Ligue 1 actuellement, Hervé Kofi, qui a une performance, voilà, je crois qu'il a sauvé 38% des buts, quelque chose comme ça, attendu. Donc rapporter énormément de points, ce qui permet du coup de ne pas trop... de moins subir au classement. Mais comme je l'ai dit, ça reste quelque chose d'individuel. Donc attention, parce que s'il venait à traverser une période de méforme, les Angevins, vous pourriez déchanter un petit peu. J'en veux pour modèle Clermont, si vous vous souvenez bien. Il y a une saison où Clermont, je crois, finit 8e de Ligue 1. Le coach voilà, est félicité. C'est vrai qu'on avait vu des schémas de jeu intéressants. Mais en réalité, quand on regardait les statistiques avancées, on voyait aussi le gardien qui, il me semble, était dans les 3 meilleurs de Ligue 1 et qui avait permis d'occulter certaines grosses faiblesses de l'équipe. Voilà, c'est le genre de choses qui ne durent pas éternellement et la saison d'après, il me semble que Clermont est relégable. Voilà, attention aux Angevins de ne pas forcément trop s'emballer. À l'heure actuelle, une performance individuelle énorme permet de maintenir l'équipe à flot. Voilà, on reste quand même très 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 critiquable au niveau des pertes basses, il y a beaucoup trop de déchets dans cet aspect-là. Offensivement, c'est catastrophique. Défensivement, on se maintient, ça va, mais comme je le disais, Hervé Kofi n'y est pas pour rien. On notera quand même un volume d'erreurs individuelles assez satisfaisant, ça reste correct, mais voilà. Attention, les Messins, eux, sont dans le rouge au niveau des 4 premières lignes, que ce soit les occasions nettes de but, les buts marqués, les occasions nettes subies et les buts encaissés. En revanche, les performances individuelles aident, puisque les joueurs sont plutôt réalistes face au but, et le gardien plutôt correct, équipe qui d'ailleurs est dans une bonne dynamique dernièrement. Il me semble que vous êtes sur 3 victoires de suite en Ligue 1. Voilà, ces victoires-là sont en quelque sorte peut-être la résultante
de performances individuelles supérieures. Quand on se concentre sur la production pure de l'équipe et sur les performances individuelles, hors des performances individuelles, c'est très juste, c'est très limite. On perd quand même pas mal de ballons bas, on fait beaucoup d'erreurs individuelles. Pour l'instant, on le paye pas trop cash. Enfin bon, après, l'équipe n'est pas en première partie de tableau non plus, mais ce que je veux dire, c'est que fêtez vos victoires, c'est sûr, soyez satisfaits, il n'y a pas de raison de ne pas l'être. J'espère pour vous que ça va se maintenir, que ça va continuer comme ça, que l'équipe parviendra à mieux produire. Mais voilà, restez quand même mesurés, ne vous attendez pas non plus à la lune. Je pense que ce n'est pas le cas de toute façon en tant que supporter du FC Metz, malheureusement, comme pour pas mal d'équipes habituées au milieu, voire au bas de tableau de Ligue 1, on reste humble, on marche sur des œufs. Donc voilà, savourez vos victoires, moi ça me fait plaisir pour vous, c'est très agréable, surtout contre des grosses écuries. Mais voilà, juste faites attention parce que pour le moment ça se repose aussi sur de belles performances individuelles qui pourraient ne pas durer. Statistique intéressante du côté des Brestois, qui me font un petit peu penser là rapidement en regardant au Monégasque, plutôt dans le sens défensif finalement. Puisqu'au niveau offensif, ça reste correct, avec une très bonne conversion des occasions nettes, donc des joueurs assez réalistes face au but. En revanche, au niveau défensif, on subit quand même pas mal et on encaisse beaucoup parce que le gardien n'est pas au niveau. Et là où Marco Bizot, par exemple, avait pu occulter cela au cours des saisons précédentes parce qu'il réalisait de très belles performances, c'est exactement l'illustration de ce que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire qu'il suffit que soit le gardien ne soit plus trop en forme, soit il soit transféré dans un autre club. Et tout de suite, on va plus le sentir passer. Tout de suite, ça va faire tout drôle. On se pensait un petit peu invincible. Ah ouais, l'équipe joue bien, on est fort. Oui, alors est-ce que c'était vraiment fort ou est-ce que tu te reposes peut-être un peu trop sur ton gardien et du coup, ça fait que tu vois pas forcément les problèmes. Sur ça, Brest a eu des saisons très satisfaisantes. J'avais fait une vidéo sur l'équipe en elle-même, sur la chaîne, il y en a une équipe qui met beaucoup de cœur à la pression, dans les duels défensifs, etc. C'est une vraie équipe, Brest, c'est toujours un peu embêtant d'aller jouer chez eux, on peut un petit peu s'attendre à tout. Et puis ça reste très quand même encourageant au niveau des performances individuelles plus bas sur le terrain, que ce soit au niveau des pertes basses ou des erreurs individuelles nettes, franchement très correct. C'est une bonne équipe. On a une équipe qui pourrait quand même être plus haut au classement quand on voit les rapports statistiques des autres équipes, en tout cas des opposants directs, mais ça pêche peut-être beaucoup trop au niveau défensif pour pouvoir aller chercher plus haut pour le moment. Les Canaries, eux, nous offrent un rapport statistique dans lequel il y a peu de choses à se mettre sous la dent. C'est quand même pas super encourageant non plus. 15e en occasion nette de but, 16e en but marqué. Ça va que les joueurs parviennent quand même à maintenir un taux de conversion pas trop mauvais, ce qui fait qu'on marque quand même quelques buts, même si on est 16e finalement, mais ça pourrait peut-être être pire. 17e en occasion nette subie, il n'y a qu'une équipe qui fait moins bien en Ligue 1, c'est Rennes il me semble, on l'a dit tout à l'heure. Ça va que Anto Lopez est présent, franchement il fait une saison assez satisfaisante, on ne l'attendait pas forcément à ce niveau-là. Après des matchs plus compliqués du côté de l'Olympique Lyonnais, il y avait le running gag un peu du 1 tir 1 but pendant un moment. Franchement il fait le taf et ça s'illustre dans les statistiques avancées, c'est-à-dire que on est 17e en occasion nette subie, mais on est 12e en but encaissé, donc il arrive quand même à tenir la baraque comme il peut. 17e en revanche au niveau des pertes basses, on perd beaucoup trop de ballons dans les zones les plus dangereuses. On parvient tout de même à sauver la baraque en limitant le volume d'erreurs individuelles nettes, mais voilà, Nantes, c'est pas trop ça. Alors c'est pas catastrophique non plus, il y a quelques trucs à sauver, mais finalement ça tient aussi un petit peu de la qualité individuelle, c'est-à-dire les performances du gardien et les performances des offensifs face au but. Sur le reste, sur ce qui touche à la production pure, si on fait la moyenne des deux, on est à la 16e place, sur la capacité à se procurer des situations et en subir assez peu. Est-ce que ça va tenir toute la saison ou est-ce que ça va finir relégué? On verra bien. Compliqué aussi pour les Merlus qui, eux en revanche, sont dans le premier tiers du championnat au niveau du volume d'erreurs individuelles, donc c'est plutôt satisfaisant. Il n'y a pas trop de pertes basses non plus, ça va. En revanche, on subit beaucoup d'occasions nettes, on encaisse beaucoup de buts,
parce que le gardien est le moins bon de Ligue 1 sur sa ligne. Dans les statistiques avancées, c'est celui qui a fait perdre le plus de points à son équipe. Offensivement, bon, pour la position de Lorient, ça reste quand même correct. On se procure un volume médian d'occasions nettes de but. C'est pas critique. Par contre, on est dans le dernier tiers sur les buts marqués. Le taux de conversion est correct, mais pas extraordinaire. Et on parvient pas forcément à compenser ça avec des individualités capables de marquer des buts compliqués comme ça pourrait être le cas à l'Olympique de Marseille. Donc voilà, des statistiques pas horribles dans tous les aspects. Pour le coup, voilà, ça reste un petit peu encourageant offensivement, comparé par exemple au Nantais. Mais voilà, bon, sur les performances individuelles offensives, ça va, mais le gardien n'aidera pas cette saison. Enfin, si ça reste comme ça, on va pas trop pouvoir compter sur lui. C'est quand même assez bon à ce niveau-là d'être à la 7e et 6e position sur ce qui concerne la gestion de sa zone défensive et des ressorties de balles, des erreurs dans ces espaces-là. Voilà, il y a du bon à en tirer, tout n'est pas forcément mauvais, mais c'est assez laborieux tout de même. Et on termine cette visualisation statistique avec les Auxerrois qui occupent la dernière place du championnat après avoir fait une précédente saison très intéressante. Ils ont d'ailleurs des joueurs très intéressants, Kevin Danois, Lassine Sinayoko et d'autres, mais voilà, dans les statistiques avancées, on voit que l'équipe est en souffrance. 16e en occasion nette de but, 16e en occasion nette subie, donc sur la production pure, c'est cata. 18e en but marqué parce que 18e en conversion des occasions nettes. Je crois que Auxerre a eu 20 occasions nettes de but. Ils en ont manqué 80%. Ils en ont manqué 80%. Donc sur 10 situations nettes, Auxerre en manque 8. Il y a un très 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 gros problème dans la finition. C'est de loin l'équipe la plus cata en Ligue 1 dans cet aspect-là. Voilà, on subit aussi beaucoup de situations chaudes. On encaisse des buts, mais on parvient à sauver un petit peu, à se sauver un petit peu la face parce que il y a un gardien qui fait quand même des performances assez satisfaisantes malgré tout. En fait, c'est trop, donc on occupe la dernière place du classement malgré un volume de pertes basses très intéressant dans le premier tiers de Ligue 1. On a beaucoup trop d'erreurs individuelles, ce qui permet pas forcément de bénéficier de cette bonne statistique-là, on va dire, puisque quand il y en a une, ça se paye cash. Voilà, les Auxerrois, même chose, il n'y a pas énormément de choses à se mettre sous la dent. La production pure est mauvaise, des individualités qui font des erreurs et un gardien qui sauve les meubles, mais bon, ça suffit pas. On a terminé ce grand tour de Ligue 1, tour des statistiques avancées de chaque équipe. Je suis content d'avoir pu le faire. Encore une fois, si vous avez aimé la vidéo et si vous voulez encourager le travail et le temps que ça m'a pris, n'hésitez pas à partager. Les 2 dernières vidéos n'ont pas reçu, on va dire, la visibilité que j'aurais appréciée. Alors est-ce que c'est vous qui n'avez pas aimé le sujet, qui n'aimez pas les joueurs que j'ai présentés, ce style de vidéo ou pas? N'hésitez pas à me le dire aussi, parce que c'est important de me dire s'il y a des choses qui ne vont pas et s'il y a des choses à améliorer. Parce que forcément, si je travaille 20-30 heures sur une vidéo et qu'elle est vue par 500 personnes, c'est un petit peu déceptif, voire beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un retour là-dessus. J'espère que celle-ci aura pu vous intéresser. Elle peut toucher chaque supporter de chaque club de Ligue 1. C'est vraiment important pour moi que chacun voilà, puisse avoir son petit moment dans la vidéo et avoir un retour sur les performances de son équipe. Comme je l'ai dit, apportez-moi vos témoignages. Est-ce que ce qu'on a pu voir traduit effectivement ce que vous constatez sur le terrain? Quelles en sont les explications potentielles? Ce que vous avez à dire sur votre équipe? C'est le moment un petit peu de faire votre propre bilan du premier tiers de ce championnat. Et puis voilà, écoutez, je vais essayer de sortir d'autres vidéos pendant cette trêve. Je suis déjà en train de réfléchir au prochain sujet, au prochain top 15 actions. J'ai pas mal de joueurs en tête. Je suis assez emballé personnellement par ce nouveau format de vidéo que je peux sortir. Alors autant celle sur Vitinha avait eu du succès, celle sur Saibari pas. Donc n'hésitez pas à me dire si je fais pas une erreur en continuant ce style de vidéo. De toute façon, je verrai bien au fur et à mesure du temps. Et puis, écoutez, d'ici là, portez-vous bien.
Et puis, je ferai le meilleur pour vous accompagner durant cette trêve internationale en continuant de sortir des vidéos. Et d'ici la prochaine, je vous dis à bientôt l'équipe.